Ok, eh bien bonjour tout d'abord. Merci de votre présence. Je suis un peu impressionné à chaque fois. Mais comme toujours, c'est vraiment un plaisir et vraiment un honneur. Je suis sincère d'être chaque fois à Devox. Franchement, c'est le top. Alors moi, je vais vous parler de sécurité pendant 3 quarts d'heure. Et comme on dit souvent, la sécurité, c'est chiant, mais c'est important. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous saouler aujourd'hui avec les algorithmes de chiffrement, les failles de sécurité. Non, non, on va rester dans un sous-domaine de la sécurité qui est l'authentification. On va se, on va se cantonner à ce secteur. Et qui dit authentification, implicitement, on parle d'identité. Donc, je vais vous parler un petit peu d'identité avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Il ne vous est pas étranger que de plus en plus, notre identité réelle, donc celle qu'on a sur son passeport, et son identité numérique, commence à se superposer petit à petit. Pour quelles raisons? Tout d'abord, tout simplement les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous poussent à utiliser notre véritable identité. Facebook, par exemple, où, à un moment, c'était eux qui forçaient même d'utiliser son vrai nom et vrai prénom. Mais de ce que je vois, de plus en plus de gens, tout simplement, utilisent leur vraie identité. On est loin du temps des chats caramel avec les pseudos super rigolos que tout le monde avait. Alors, ça, c'est un graphe que j'ai fait après le speaker dinner, donc n'en tenez pas trop compte, mais c'est pour vous donner l'idée qu'on utilise de plus en plus sa véritable identité et on utilise de moins en moins des pseudos moisis. C'est pas vrai, pas tout à fait vrai. Vous avez toujours vos 4-5 copains sur Facebook qui ont des noms, prénoms, qui font des jeux de mots super rigolos. En général, c'est les mêmes qui partagent ça aussi sur leur mur. Voilà, ils y croient. C'est hallucinant encore en 2017, il y a des gens qui partagent ça. Donc en général, c'est les mêmes. Voilà, c'est un slide qui n'a rien à voir, mais c'est juste pour me donner un peu du temps pour boire. Voilà, on continue. Alors, les réseaux sociaux d'un côté, mais pas seulement. De plus en plus de services de l'État, des services publics, sont accessibles en ligne. En France, on a France Connect qui permet, alors là j'ai mis leur punchline en dessous, accéder à tous vos services publics, aucune inscription nécessaire, juste on appuie sur un bouton. En gros, on peut utiliser son compte des impôts pour accéder à d'autres services. Moi, je l'ai fait dernièrement. Avec son numéro fiscal, on peut aller vérifier combien il nous reste de points sur le permis. C'est rigolo. Mais tout ça pour vous dire que là, ça nous pousse aussi à utiliser notre véritable identité plutôt qu'une fausse identité. Donc cette notion d'identité, et qui est donc liée à l'authentification, est de plus en plus importante. Et là, va se poser le problème de l'expérience utilisateur, mais, parce qu'on est à Devox, l'expérience développeur. Comment faire en sorte de mettre en place cette gestion d'identité sans que ce soit trop relou pour l'utilisateur. S'il doit se taper chaque fois des sign-up pages, des pages d'enregistrement comme ça, pour chaque nouvelle application, ça ne va pas lui plaire. Et nous, en tant que développeurs, ça ne va pas nous plaire de chaque fois redévelopper des pages d'enregistrement. L'authentification elle-même, le fait de s'authentifier, on veut que ce soit du solide, on veut des captchas. Mais pareil, là encore, il y a la balance entre le user experience et le developer experience. Il ne faut pas que ce soit trop contraignant pour l'utilisateur. Et pour le développeur, il ne faut pas que ce soit trop compliqué à implémenter. J'adore cette image.
Surtout la troisième image en dessous, là où il fait sa tête. Donc on est constamment en train de trouver le bon équilibre entre l'expérience utilisateur et l'expérience développeur. Pareil, et là j'en parlais avec on le voyait avec France Connect, l'utilisateur il veut se loguer une fois sur son application, et s'il ouvre un autre onglet, il ouvre une deuxième application qui tourne qui provient de la même entreprise, il n'a pas envie de se reloguer encore une fois. Il veut du single sign-on. Donc là, pareil, c'est une expérience utilisateur qu'on veut augmenter. Et pour le développeur, ce n'est pas tellement évident de mettre en place du single sign-out s'il veut le faire tout seul. Et pour terminer sur l'identité, je me présente. Bonjour, je suis donc Sébastien Blanc. Je travaille chez Red Hat. Je travaille sur la partie Keycloak, dont vous allez entendre parler tout à l'heure. Donc Keycloak est un serveur de gestion d'identité. Alors il n'y a pas que Keycloak, il y a plein de solutions qui existent. Mais bon, vous devez un peu vous douter que quand je vais faire la démo, c'est pas un autre produit que je vais utiliser, je vais vous montrer un peu Keycloak, comment Keycloak fonctionne. Si vous voulez suivre mes trolls sur Twitter, c'est mon compte Twitter. Ce que j'ai vraiment envie, j'ai 2 buts pour cette présentation. Donc, dans 38 minutes, là, quand vous sortirez, je veux que, les concepts de gestion d'identité, mise en place d'authentification, tels qu'on veut la mettre en place aujourd'hui, soient clairs pour vous, que les concepts soient clairs, quand on va un peu parler d'OpenID, de GWT. Mais surtout, et encore une fois, parce qu'on est à Devoxx, vous êtes tous des devs, je vais vous montrer concrètement comment sécuriser des applications. Ça, ce sera la partie démo. Donc j'ai toute une flopée de petites applications, une web app, des services REST, du Spring Boot, du Node.js. Et on va prendre tranquillement le temps, enfin on verra où j'en suis dans mes slides. Mais on va sécuriser un à un ces applications. Et vous verrez que c'est assez facile à mettre en place. Donc c'est vraiment mon but, c'est que ce soir, quand vous rentrez chez vous, vous puissiez vous amuser à sécuriser votre appli de manière très simple. Alors, à l'époque, comment ça se passait quand on mettait en place la sécurité pour ces applications? Alors, la plupart du temps, et encore beaucoup de gens le font, on fait ça soi-même, on le fait à la mano. On stocke nos utilisateurs dans notre application. On stocke aussi les mots de passe dans sa base de données. Et en gros, on écrit soi-même ces formulaires de login. On fait un peu du hachage ou on fait un peu sa petite sauce. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne pense pas. Do it yourself. Essayer de mettre tout seul en place la sécurité, ce n'est pas une bonne idée. Parce que, on va polluer votre code, vous allez polluer votre propre code, vous allez polluer votre base de données. Quand je dis polluer, c'est-à-dire que dans votre code, il va falloir que vous gériez tous les flows de login, la gestion des rôles, la création des utilisateurs. Tout ça, c'est du code qui n'a rien à voir avec le corps de votre application. Bon, admettons que vous avez mis ça en place. Vous devez le faire sur chaque application. Vous devez le refaire et le refaire. Une mise à jour arrive, parce qu'il y avait une faille qui a été détectée. Là, vous allez pleurer, parce qu'il va falloir que vous fassiez à la mano chaque appli. Il va falloir que vous la mettiez à jour. Et puis, si vous le faites à la mano, vous implémenterez des mauvaises pratiques. Même si vous avez le dev le plus malin dans l'équipe, il y a toujours un dev très très malin dans l'équipe qui sait tout, même lui, il se plantera à un moment et il implémentera sans le savoir une faille de sécurité. Et puis on a zéro économie d'échelle. Donc c'est comme je disais pour les mises à jour. Chaque fois qu'on va faire une nouvelle app, que ce soit du front ou du back, il va falloir qu'on se refasse tout ça, qu'on se remette en place toute la sécurité, qu'on recrée nos tables dans la base de données et tout ça. Alors, je lisais un blog la semaine dernière
qui est assez intéressant parce qu'en fait, il disait, de nos jours, la gestion d'identité, on en est au stade de la révolution industrielle, quand les usines ont commencé à produire à utiliser de l'électricité. Mais ce qu'il y avait, c'est que chaque usine avait son propre générateur d'électricité. Puis après, d'un coup, ils se sont dit, ah, mais ce serait bien de peut-être mettre tout ça en commun et d'avoir un réseau électrique. Alors, c'est juste pour vous faire l'analogie, ça c'est la Sécu d'hier. Nous, on va aller vers quelque chose de décentralisé. Donc, on en vient au concept de déléguer sa sécurité. D'habitude, je mets une image. D'habitude, je mets une image de Whitney Houston et Kevin Costner sur The Bodyguard. Je me suis dit, allez, on met un peu à jour. Donc, d'ailleurs, c'est plus son garde du corps, hein, je crois. Et il a un nom de famille super marrant. Mais... Alors, en gros, déléguer sa sécurité, ce serait pas mal si on pouvait gérer toute la partie authentification, gestion des utilisateurs, des rôles, à une personne tierce et qui gère ça pour nous. Et qui, du coup, chaque nouvelle application qu'on bâtira, on lui dira, pour la gestion de l'identité, discute avec ce serveur-là. Alors, j'ai un petit dessin rigolo pour vous expliquer un peu le principe. Alors, on imagine que notre serveur de gestion d'identité, il gère un territoire, un realm, comme on dit en anglais, mais j'arrive pas bien à le prononcer, donc moi je dis territoire, c'est plus cool. Et sur ce territoire, il y a différentes villes qu'il faut sécuriser. Donc ici, on voit dans le nord, là, il y a JE Land, où les gens ne veulent plus trop aller et tout. Ça crée un petit peu. Par contre, là, il y a la station balnéaire Anguillarland, super cool, là, tout le monde veut y aller et tout. On a Microservices Land, c'est un peu les marécages, on ne sait pas trop ce qui se passe et tout. Puis il y a Node.js, c'est les rois du monde, c'est la fête foraine et tout. Et donc en fait, nous on arrive avec notre petit bateau là, et on accoste à Angularland. Et donc il faut imaginer en fait qu'on ouvre le browser et on va sur l'URL de notre application Angular par exemple. Et là ils disent, l'application fait, toi tu n'es pas authentifié, il va falloir que tu t'authentifies. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait un redirect, un vrai redirect HTTP. Et il fait, tu vas sur la petite île, l'île de Keycloak par exemple, et là tu vas t'authentifier et tu pourras revenir après. Alors on s'authentifie, c'est tout se passe bien, on a un tampon, et avec ce tampon, on peut aller sur notre île et on peut se balader de partout, si on est autorisé à aller dans certaines villes, parce qu'après on a des rôles et tout ça. Mais en gros, donc c'est cette idée de tampon, on va parler de token. En fait, le serveur de gestion d'identité va nous délivrer un token, et ce token-là, on va pouvoir l'utiliser ou le faire passer à des services pour prouver son identité. Alors, il y a une spec qui existe depuis très très longtemps, et je ne vais pas m'étendre dessus parce que ce n'est pas le but de cette présentation, et qui marche avec des tokens, même s'ils utilisent un autre mot, c'est SAML2. SAML2, c'est de facto encore un peu le standard aujourd'hui, c'est utilisé quasiment de partout. Mais la spec a été définie en 2005, donc un peu avant l'avènement de tout le web, de tout le mobile. Alors eux, leur token, c'est des XML. Je vais vous en montrer un après. Énorme. Il y a du SOP, donc rien que ça, j'ai jamais eu trop envie de m'amuser avec. Et surtout, c'est pas très bien adapté pour les web apps. Déjà pour parser le XML, c'est galère. C'est très très gros, c'est énorme. Donc, heureusement qu'il y a une autre spec. Ah oui, attendez, pardon. Ouais, c'est bien ça. Alors, non. Donc, SAML2, si vous démarrez des nouvelles applications, si vous avez le choix de ne pas l'utiliser, ne l'utilisez pas.
Si vous n'avez pas le choix, c'est pas grave, vous verrez qu'avec Keycloak, on peut aussi gérer du SAML2. Alors vous allez me dire de l'OAS 2. Alors OAS 2, on pourrait faire quasiment une présentation aussi sur l'OAS 2. Mais OAS 2, il y a beaucoup de concepts qui ne sont pas clairs pour les gens. OAS 2, c'est pas un protocole d'authentification. OAS 2, il faut le voir comme un framework, des pièces de tooling qu'on peut utiliser. Il ne gère absolument pas l'authentification, ni même l'autorisation. On dit souvent c'est de l'autorisation OAS 2. C'est pas réellement ça. OAS 2, il décrit un protocole de délégation d'accès. Donc, il décrit comment deux différentes parties peuvent déléguer un accès à une autre application. Vite fait, en gros, et vous l'avez tous connu sûrement quand vous quand vous accédez à une application et vous pouvez demander à vous connecter par Facebook et Facebook vous demande d'autoriser, autorisez-vous cette application à accéder à vos données, tout ça, blablabla. En gros, c'est ça. Donc, l'application demande à l'utilisateur de l'autoriser à accéder à une ressource protégée. On lui dit OK, c'est bon. Du coup, l'application demande au serveur d'autorisation, voilà, l'utilisateur m'a autorisé, il m'a donné un code d'autorisation. Je te donne ça et en échange, tu me donnes un access token. Et l'access token, c'est un token, c'est un peu le token, le tampon que je vous ai montré, qui va pouvoir utiliser après pour accéder à un service REST, par exemple. Mais là, il n'y a aucune notion d'identité. Il n'y a pas d'infos définies, claires. Donc, ça ne suffit pas si on veut. Et surtout, il n'y a pas la partie authentification. Et c'est là où on vient sur OpenID. Donc, OpenID, c'est the cool kid on the block, comme on dit. C'est un protocole qui existe depuis pas mal de temps maintenant, mais qui gagne en popularité ces dernières années. En fait, c'est tout simplement une surcouche de OAS 2, mais en emmenant tout ce qui manquait à OAS 2 pour en faire vraiment, pour faire de la gestion d'identité. Donc, il définit précisément l'authentification. Il a le concept de ID token, donc on n'aura plus qu'un. On n'a pas seulement un access token, mais on a aussi un ID token qui contient toutes les informations de la personne authentifiée, son nom, son email, ses rôles, jusqu'à quand elle est authentifiée. Elle définit aussi la gestion de sessions pour pouvoir faire du single sign-on, mais aussi du single logout. Ça, c'est pas mal. C'est où l'utilisateur logout de son appli et il est logouté, c'est atroce comment. Il est, comment on dit en français? Déconnecté, merci. Il est déconnecté de toutes les applications. Ou alors, le serveur d'authentification, de gestion d'identité lui-même peut déconnecter par un back-channel tous les clients connectés. Bon, il y a des petits trucs sympas comme si on n'est pas obligé d'utiliser l'ID token, on a aussi un endpoint qui est toujours disponible sur un serveur OpenID qui permet d'avoir des informations sur un utilisateur. Donc son nom, son email, pareil. Si on veut l'utiliser pour afficher ça sur sa page web, on peut toujours appeler ce endpoint. Et puis, il y a aussi un système de discovery. Donc, pareil, il a un endpoint toujours disponible qui respecte une spec qui permet à des clients de découvrir où se trouve le serveur OpenID. Et les clients peuvent s'enregistrer par eux-mêmes à ce serveur d'authentification. Donc, OpenID apporte un peu tout ce que OAS 2 n'avait pas, mais surtout, ce qui est cool avec OpenID, si on le compare plutôt avec SAML 2, c'est au niveau du token. OpenID, une fois que l'utilisateur est authentifié, il va fabriquer un JWT, DROT, comme on dit. C'est atroce, mais donc on va dire JWT. Et donc, qu'est-ce que c'est un JWT?
Alors, comme son nom l'indique, c'est un JSON Web Token. Et donc déjà, c'est du JSON, ça va être beaucoup plus compact que de l'XML. Et on va regarder un peu à quoi ça ressemble, on va rentrer dans le détail. Là, bien sûr, c'est encodé en base 64. Et un token est toujours, un JWT a toujours 3 parties. Un header, un payload et une signature. Alors, si on regarde un peu dans les détails, le header, qu'on appelle le José header. José, c'est pas pour un prénom espagnol, c'est pour JavaScript Object Signing and Encryption. En fait, c'est un groupe de travail de l'IETF qui travaille justement à la spécification de JWT, GWS. Et donc, dans le header, qu'est-ce qu'on va spécifier? L'algorithme qu'on va utiliser pour la signature, pour la dernière partie que je vais vous montrer après, et quel type de token c'est. En l'occurrence, là, c'est un token GWT. Ça, c'est la première partie. Après, on a la partie claims. C'est en fait le payload. Là, je vous ai mis un claims relativement petit. Il y a quelques champs qui sont obligatoires, comme le exp, qui est là pour expiration. Le sub, c'est le username, en fait. Mais après, rien ne nous empêche de passer des claims customisés. Donc, on peut y mettre un peu tout ce qu'on veut là-dedans, dans le GWT. J'ai vu il y a 2 semaines un talk assez intéressant d'un gars de Google qui, en fait, dans le claims, dans la GWT, en fait, il met un autre GWT qui provient du service qu'il appelle. Et ça permet, par exemple, s'il y a 4 services qui s'appellent et qu'ils doivent toujours se dérouler dans cet ordre-là, au fur et à mesure, ils incluent le GWT dedans et ils peuvent s'assurer que le chain of custody, que la chaîne de contrôle a été bien respectée. Si le service 1, si le service 2 n'a pas été appelé, par exemple, le service 4, il dira « Ah ben non, tu aurais dû passer par le service 2 ». Donc, pour vous dire, en fait, c'est que là-dedans, on met ce qu'on veut. Et puis, on a la signature. Alors là, du coup, il reprend le header, il regarde ce qu'il y a dans le header, comme algorithme pour faire la signature. Et puis, il encode tout ça en base 64. Et il utilise un secret, là c'est avec du hash MAC. Et il crée une signature. Vous verrez dans Keycloak, nous, la signature, on utilise des clés publiques, clés privées. Donc, ce qui signifie que Keycloak génère le GWT. Et ensuite, avec la clé privée, il va utiliser la clé privée pour générer la signature. Une fois qu'on a ce GWT, toutes les applications, elles, juste avec la clé publique, ils peuvent vérifier la validité de la signature. Je rentrerai un peu plus dans les détails sur ça. Alors, je vais juste sortir 2 secondes des slides pour vous montrer un truc super chouette. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est le site gwt.io. Donc là, on peut donc coller une version encodée de son GWT et juste à côté, on a une version décodée. Et on peut, par exemple, regarder si je vais, si là je change Seb, vous pouvez voir que directement la signature change. Elle change constamment. Donc ça permet vraiment aux applications qui vont recevoir ce GWT de s'assurer, on est sûr que le payload n'a pas été altéré entre-temps. Et juste pour vous faire comparer avec SAML, il y a aussi SAML Tool. Ah non, attendez. Hop. Et vous voyez? Ça, c'est un token SAML. Ça fait pleurer. Hein. Et la version décodée. Voilà. Quand même plus sexy ça, non? Ouais. Donc, OK.
Je regarde un peu le temps. Ouais, très bien. Notre GWT, en fait, c'est jamais un GWT. GWT, voyez ça un peu comme une classe abstraite. Parce que du moment qu'on va le signer, notre GWT devient un GWS pour signed. Et on peut également l'encrypter si on le souhaite. D'où le GWE pour un encrypted token. Nous, ce que je vais vous montrer avec Keycloak, on va se cantonner à du GWS. On ne supporte pas encore les GWE. Et une fois qu'on a ce token, comment on le transmet d'une application à l'autre? Donc, par exemple, j'ai imaginé que je suis dans mon appli Angular, j'ai été authentifié, j'ai reçu le token et maintenant je vais appeler un service REST qui est protégé par Keycloak également. Tout simplement, quand je vais faire ma requête HTTP, je mets un header qui s'appelle authorization et je lui passe comme valeur BIRIR et le token comme on a vu tout à l'heure. Et c'est tout ce qu'on a besoin de faire. Et le service REST recevra, parsera ce token pour voir s'il est valide. Si tout est OK, il renverra la réponse. Tout simplement. Donc si on revient à la délégation de la gestion d'identité, il existe pas mal de solutions de nos jours. Là, j'ai mis à peu près les plus populaires. Il y a Auth0, je pense que c'est le plus populaire. Et HotRocket, tous les deux, ils sont assez populaires, mais c'est que du service hosté, c'est que du SaaS, et c'est pas open source. C'est moyen moins. Il y a Stormpass qui s'est fait racheter par Okta il y a 2 semaines, je crois, de ça. Et puis on a ForgeRock, qui est en fait l'ancienne solution d'autante de Oracle. Et ça a été repris. Et ils sont basés à Grenoble, on m'a dit ça. C'est ça, hein? Donc, il existe plusieurs solutions. Moi, je vais vous parler un petit peu de Keycloak, qui est notre solution. Donc. Alors, c'est, comme on dit, un out-of-the-box solution. Juste, on télécharge le serveur, on le démarre. Et qu'est-ce qu'on a une fois qu'on a ça? Eh bien, on a la gestion de l'authentification. Par défaut, on pousse à faire de l'OpenID. Mais à tout moment, on peut mettre aussi, on peut configurer que faire de l'authentification SAML2. On peut même faire du Kerberos. On a bien sûr le social login, donc on peut facilement, sur son écran de login, rajouter un bouton pour pouvoir se connecter avec son compte GitHub, son compte Facebook. On a de la fédération d'utilisateurs. Je m'explique, par exemple, vous avez un LDAP existant. Et Keycloak peut faire le bridge avec ce LDAP, ce qui signifie qu'on peut se loguer avec son utilisateur LDAP en passant par Keycloak. On a la gestion des profils utilisateurs, c'est-à-dire que l'utilisateur, une fois qu'il est logué, il y a un point d'accès REST qui lui permet d'accéder à... Non, c'est pas un point d'accès REST, pardon. Il a un lien qui l'emmène à un endroit où il peut gérer son propre profil, par exemple s'il veut changer son email, s'il veut faire un reset de son password, tout ça. Alors, out of the box, Keycloak permet ça. Et vous allez le voir dans la démo. Il va falloir bientôt que je la fasse, la démo. Alors, vite fait un mot sur les adaptateurs, parce que Keycloak, bon, c'est une chose, mais après, les applis, elles ont besoin d'adaptateurs pour pouvoir discuter avec le serveur Keycloak. Donc on parle, en termes de Keycloak, on parle d'adaptateurs. Donc on a des adaptateurs Java, bien sûr on a des adaptateurs pour Wi-Fi et JBoss qui sont nos produits. Mais on a aussi également des adaptateurs pour Tomcat, Jetty. On a même du Spring Boot, un adaptateur Spring Boot. On peut même s'intégrer avec Spring Security, vous allez le voir dans la démo. Et si vous êtes sur du Webflow ou du WebSphere, déjà c'est dommage pour vous, mais on a un générique servlet filter qui peut être utilisé
Donc c'est un servlet filter qui fera le redirect vers le login. Après, on a l'adaptateur JS. Lui, il est essentiel parce que c'est celui-là qu'on va utiliser dans nos web apps. Et d'ailleurs, il est aussi compatible avec Cordova. Donc si on a une appli mobile hybride, elle fonctionnera. Et parce qu'on est super cool, on a aussi un adaptateur Node.js. 3 autres petits trucs avant qu'on attaque la démo. Key Rotation. Alors, ça, c'est une nouvelle feature qu'on avait jusqu'il n'y a pas longtemps dans Keycloak. Le client, il devait avoir la clé publique. Il fallait la mettre dans la configuration et il devait s'en servir pour valider les signatures, les tokens. On a changé ça maintenant. Le client n'a plus besoin de passer sa clé publique. À la place de ça, il appelle Keycloak qui lui renvoie la clé publique. Ce qui permet de faire, par exemple, la bonne pratique, c'est de tous les 3 mois, par exemple, de renouveler sa clé publique. Il y a toujours une seule clé qui est active et il peut y avoir des clés passives. C'est-à-dire que les clés passives permettent de vérifier des vieux tokens, par exemple. On a du brute force detection. J'aurais probablement pas le temps de démoer ça, mais on peut le peaufiner assez bien. En cas de en cas de brute force, on peut désactiver automatiquement l'utilisateur. Et l'autre chose super cool qu'on a, c'est du one-time password. C'est vraiment juste un clic et les utilisateurs peuvent utiliser FreeOTP ou Google Authenticator pour se loguer en plus de leur mot de passe nom d'utilisateur. Il faut aussi qu'ils mettent le one-time password. La démo. Alors, j'ai 13 minutes pour sécuriser 5 applications. Alors en gros, l'appli elle est toute simple. Hein, c'est un service REST qui délivre des objets talk. Et un talk, ça a juste un titre, un title. Et c'est exactement le même service en Java EE, en Node.js et en Spring Boot. Ils font la même chose les trois. Exactement la même chose. On a une web app Angular qui va appeler ce service. On va commencer par appeler le service Java EE. Après, je vais le killer et je vais juste démarrer le service Node.js. Pareil, pour l'app, ça ne changera rien du tout. Mais c'est juste pour vous montrer, pour chaque type de techno différente, comment on va sécuriser tout ça. Et puis, j'ai une appli Spring MVC qui utilise Spring Security. Donc là, c'est du server-side, avec des pages générées server-side. Donc c'est intéressant de voir aussi ce use case-là, comment utiliser Keycloak dans ces situations-là. Et aussi, on peut voir comment ça fonctionne avec Spring Security. Alors, je vais juste m'asseoir, parce que c'est un peu plus agréable pour coder. Alors, première chose, on va démarrer notre premier back-end. Alors, c'est une appli Java EE. Et on peut regarder le code d'ailleurs, vite fait. C'est très très simple. Dans mon modèle, j'ai une classe talk. Donc, juste un ID et un titre. Et j'ai un endpoint qui utilise du REST Easy et qui définit toutes mes opérations CRUD pour créer un talk, updater un talk, lister un talk. C'est tout simple. On regarde notre web.xml, quasiment vide. On va le démarrer. Et pour la petite histoire, ce n'est pas vraiment le sujet ici, c'est une application Wildfly Swarm. C'est-à-dire, c'est une là, en fait, je fabrique un fat jar qui embed Wildfly. Et du coup, je n'ai pas besoin de déployer mon appli dans un serveur d'application. Enfin, c'est un fat jar que je peux lancer. Et là, j'ai mon service REST qui tourne. Je fais juste un petit peu de pub pour Wildfly Swarm. Donc, j'ai mon back-end qui tourne. On va démarrer le front-end. Donc, c'est talk front. Alors, là aussi, c'est une appli Wildfly Swarm, mais elle est complètement vide. Elle contient juste une web app. C'est juste par flemme. Pour moi, c'est beaucoup plus facile à déployer. J'aurais pu le déployer dans un serveur web, n'importe lequel. Mais c'est juste agréable. Pour moi, pour faire des démos, c'est un peu plus facile.
Alors, mon serveur, mon API web tourne sur le port 8081. Donc on va aller voir ça. Et là, il n'y a encore rien qui est sécurisé, hein. Et si je vais voir mes talks, ben, j'en ai pas pour l'instant. Keycloak talk, save. Voilà, c'est donc une appli CRUD simple, hein. Je peux faire du update, je peux faire des saves. OK, donc on va sécuriser tout ça maintenant. Et comme j'ai la flemme de taper des trucs, on va... Moi, j'utilise, quand je fais des démos, j'utilise des branches. C'est un peu plus facile, un peu plus agréable. Alors, on va aller sur mon master, qui est la version sécurisée. Normalement, il ne devait pas faire ça. Attendez. Si j'ai un effet démo d'entrée, là, ça va pas m'appeler. Ah oui, oui, c'est rien. C'est rien. C'est rien. OK. Alors, première chose, on va regarder un peu le service. Le service REST que j'ai écrit. Et on va regarder un peu ce qu'on a changé pour la sécuriser. Première chose qu'on a besoin de faire, c'est rajouter un fichier qui s'appelle keycloak.json, qui est en fait un petit descripteur qui va permettre de dire mon serveur keycloak, il tourne à tel endroit. Je veux me connecter à tel realm, à tel territoire. Et dans notre cas là, par exemple, je veux utiliser aussi du CORS, parce que mon appli web qui va m'appeler, on aurait le problème de cross-origin d'ailleurs. Et d'ailleurs, je vois avant là, là, il est censé partir à ce moment-là. Vous n'avez rien vu. Donc j'ai ça. Et deuxième chose que je dois faire, c'est tout simplement, tout comme je ferais pour une application J2E classique, JEE, je définis des contraintes de sécurité. Donc là, en gros, la partie importante, c'est ici, ma contrainte de sécurité. En gros, je dis, si tu essayes d'accéder à cette URL-là, il faut que tu sois authentifié, de 1, et que tu aies le rôle user. Et deuxième partie importante, c'est le login config. Et là, on dit, la méthode d'authentification que tu vas utiliser, c'est keycloak. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Donc là, si je redéploie l'appli, normalement, mon service REST, il est protégé. Donc on va regarder si ça fonctionne. Pardon. Je suis sur master, c'est bon. Je redéploie l'appli. Ah, ça prend un peu plus de temps. Non, ça va, ça va, ça va. J'ai eu peur. Je croyais qu'il allait me télécharger des trucs de Maven, du coup. Alors, localhost 8080, c'est là où tournent mes services REST. C'est /rest/talks. Et normalement, voilà. Donc ça fonctionne. Je me prends un unauthorized. Je n'ai pas le droit d'y accéder. Donc maintenant, on va regarder rapidement à comment on doit modifier le front-end pour maintenant pouvoir se loguer, revenir dans l'application et ensuite appeler ce service back-end avec le token. Alors, on regarde vite fait. Ça, c'est mon appli web. On ne va pas rentrer trop dans les détails, c'est une appli Angular classique. Là, pareil, j'ai un fichier keycloak.json qui décrit exactement, qui est plus ou moins le même fichier que je vous ai montré pour le service back. Mais ce qui est intéressant, c'est tout d'abord, la première chose, c'est j'utilise la librairie keycloak. Mais la partie intéressante, c'est ici. Donc, mon application, en fait, là, j'ai instancié une nouvelle instance de ma librairie keycloak. Et j'ai dit, au moment où tu te charges, il faut que tu vérifies que l'utilisateur soit logué. S'il n'est pas logué, fais le redirect vers le serveur keycloak. Et une fois que ça a marché, si ça fonctionne, si c'est authentifié de manière correcte, dans ce cas-là, on va dans le callback ici.
et on bootstrap, on démarre l'application. Et une fois qu'on est logué, chaque fois qu'on va faire nos appels vers le service REST, eh ben, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va créer un intercepteur. Ça se fait très facilement avec Angular. Et en gros, ce qu'on lui dit, là, je vous épargne un peu tout le code qui est à côté, mais le plus important, c'est cette ligne-là. Au fond, vous voyez ou pas? Pas du tout? Vous voulez que je fasse un peu plus grand? En blanc? Comment je fais en blanc? On peut... Il y a le vieux, oui. C'est où les thèmes dans Atom? Je ne me rappelle plus. Vous le savez? Non? Prof. Attendez, je suis désolé, je vais juste le faire un peu plus grand alors, parce que sinon je vais perdre du temps sur ma démo. On va juste faire du 20. Ça va être un peu plus grand. 20, voilà. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est que chaque fois qu'il y aura un appel REST, on passera par cet intercepteur-là et on mettra notre token d'autorisation. Je suis super à la bourre, donc on va déployer cette application et on va regarder ce qui se passe. Parce que je veux vraiment vous montrer un petit peu Keycloak une fois que ça fonctionne. Alors lui, pourquoi il n'est pas sur master? On redéploie. Donc maintenant, normalement, au moment où je vais accéder à l'application, eh bien, il va me rediriger vers le serveur Keycloak où il faudra que je me log. Donc on y est, on y retourne sur port 81. Et là, j'ai l'effet démo, bien sûr. Incroyable. Attendez. Je suis bien sur master. Voilà. C'est peut-être un problème de cache. Ou pauvre. Alors, 2 secondes. Si en plus j'ai un effet démo, c'est pas cool du tout. Surtout à cette partie-là. Alors, attendez. Faut que j'essaye de pas m'affoler. Ah, voilà. Ouf. Bon. Les démogods ont voulu un peu s'amuser avec moi. Bon, bref, là, en fait, je suis allé sur mon appli et j'ai été redirigé vers Keycloak. Et là, je peux me loguer tout simplement. On va revenir un peu sur Seb. Et maintenant, je suis logué. Et si je veux récupérer, si je veux créer un talk, normalement, ça va fonctionner. Pas du tout, bien sûr. Quand ça veut pas parfois. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est quand il appelle un talk. En plus, il y a la résolution qui me... J'ai tout pour moi là. La résolution, talks, voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est... Ah bah voilà, il passe pas... Ah non, c'est options ça. Ah oui, pardon, c'est options, pardon. Hop, c'est celui-là que je vais vous montrer. Ce que je voulais montrer, c'est ça. Le token qui est passé et qui normalement, quand ça fonctionne bien, mon serveur web, bon, bref. Si je le colle là, on voit direct, il est décodé. On voit que mon utilisateur, on voit que c'est, on devrait voir Seb là-dedans, on voit mes rôles, préfère username Seb. Donc voilà, on a bien, et signature qui est invalide, c'est normal, il n'a pas la clé publique. Et je ne sais pas pourquoi mon backend ne fonctionne pas, mais c'est pas grave, on va tester du coup vite fait. Ah non, il me reste 10 secondes. Alors attendez, regardez, c'est du Node, donc ça va super vite. Node.js, Node app, c'est ça? npm install. Oh mon dieu. Ah, c'est fini.
Et Node. Ah oui, j'ai mon backend qui tourne encore. Hop, hop, hop. Et vite fait, juste pour vous montrer comme c'est facile avec Node.js. Toujours facile. En gros, j'utilise du Express là. Là, je dis que je vais utiliser du Corse. J'utilise le module KeyClock. Et en gros, tout ce que j'ai à faire, c'est quand je définis mes routes, ben, je peux passer à une fonction middleware KeyClock ici. Et là, je dis en gros, ben, protège cette URL avec l'utilisateur. Il faut qu'il ait le rôle user. Et si on va, normalement, si je rafraîchis ma page, ouais, bon. La démo a complètement merdé, je suis désolé. Ça faisait longtemps que ça m'avait pas fait comme ça. Ce que je vais faire, parce que ça fonctionne tout ça, normalement, je vais le committer sur GitHub avec des instructions. Parce que l'autre exemple que j'avais, c'était donc du Spring Boot. C'est très simple aussi avec du Spring Boot. Donc je vous inviterai à regarder ces exemples. Et je vous remercie beaucoup.